Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans Réal Politique en ce début d'année 2023. Restez avec nous. Professeur Mohamed Barkour, bonsoir et bonne année. Bonsoir et bonne année à tous. Alors on continue à développer autour de la diplomatie algérienne et ses perspectives, professeur, pour cette année 2023. La diplomatie algérienne qui a connu en 2022 une riche activité et les perspectives sont de taille, professeur, pour la diplomatie algérienne, notamment en ce moment. Absolument. Il y a déjà de grandes dates. La première, c'est juin 2023, justement avec l'élection de notre pays et l'élection par rapport déjà au poste occupé pendant le premier décennie du nouveau millénaire, c'est devenir membre non permanent du Conseil de sécurité au nom de l'Union africaine. La deuxième date a été annoncée par notre président de la République, c'est notre adhésion au BRICS avant 2023. Donc c'est deux grandes dates, deux grandes opportunités. Mais surtout, c'est très important de le dire, c'est une reconnaissance de notre rôle en tant qu'État qui fait beaucoup d'efforts en matière de paix et de sécurité, qui fait beaucoup d'efforts pour justement créer des espaces de prospérité partagée, et un État qui essaie aussi de créer de nouvelles brèches dans un monde qui est en pleine mutation. Et ces mutations, malheureusement, ne produisent pas toujours de l'espoir, mais plutôt beaucoup de désespoir. Et notre pays est devenu citadelle de la paix et de la sécurité, mais aussi un acteur, justement, qui contribue à cette paix qu'on veut, une paix pérenne, une paix partagée pour tout le monde. Alors la contribution de l'Algérie sur le plan régional, professeur, il y a aussi le poste qu'occupe actuellement l'Algérie au sein de la Ligue arabe, l'Algérie qui préside justement cette Ligue arabe. Quelle devrait être justement la contribution de l'Algérie dans ce poste, si vous voulez, dans cette position? Donc c'est déjà la mise en œuvre, c'est l'exécution de ce qui a été, disons, produit par cette Ligue arabe au mois de novembre passé. C'est, premièrement, la question palestinienne, c'est deux points très importants. C'est l'accompagnement des Palestiniens, justement, sur le chemin de l'unification, par plus d'apport de cette Ligue pour la préparation des élections, à la fois du Conseil palestinien, mais surtout du Conseil législatif de la présidence. Deuxième point, c'est aussi l'accompagnement des Palestiniens dans leur combat pour une reconnaissance internationale de leur État par, justement, en devenant membre de plein droit des Nations Unies. C'est pour ça que notre pays, notre président de la République, avait proposé la création d'un comité de contact et de suivi qui serait présidé par notre pays, par notre représentant permanent aux Nations Unies, qui doit travailler d'un commun accord avec la Ligue arabe et avec d'autres acteurs épris de la paix et de la justice, justement pour aider les Palestiniens à acquérir ce statut. Pour arriver à cette phase, il y a trois phases importantes. La première phase est palestinienne, c'est par une demande auprès du secrétaire général du Conseil de sécurité, mais aussi des engagements par rapport à l'achat. La deuxième, c'est avoir l'aval de 9 sur 15 sans qu'il y ait un veto des 5 membres permanents. Troisième, c'est le vote au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec au moins 130 pays, notamment les pays des non-alignés, 120, dans les pays arabes et les pays africains. Donc j'estime que si les Palestiniens arrivent à dépasser la deuxième phase du Conseil de sécurité, il serait aisé pour eux d'arriver à ce statut. Malheureusement, les États-Unis ont toujours utilisé de leur droit de veto, soit comme mode d'opération, comme mode de blocage, quand des décisions, des résolutions du Conseil pourraient être
perçue comme une atteinte aux intérêts de l'antisioniste. Donc c'est un mode de protection pour cette entité. Alors si on devait parler, là vous avez développé autour d'un dossier prioritaire pour l'Algérie en tant que présidente de la Ligue arabe. Qu'en est-il de la réforme de la Ligue arabe, professeur? La réforme de la Ligue arabe, madame, est un processus à la fois qui est lent, Oui. qui n'est pas nécessairement consensuel. Déjà par rapport à la rotation du secrétaire général de la Ligue, il y a une très grande résistance de l'Égypte et de quelques pays. En matière aussi de réforme, même du Parlement arabe, il y a aussi des divergences, voire des dissensus entre quelques pays. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont engagées notamment par plus de participation citoyenne, donc la société civile. L'Algérie avait soulevé ce problème depuis 2005, problème des réformes. On avait la création du Parlement arabe suite au sommet d'Alger. Aujourd'hui, il serait peut-être utile d'envisager de nouvelles prérogatives pour ce Parlement, mais aussi plus d'appropriation des dossiers importants du monde arabe par l'inclusion du fonds citoyen, c'est-à-dire la société civile. C'est pour ça qu'il y a à Oran, lors de la conférence d'Oran au mois de septembre 2022, cette proposition d'intégrer le réseau de la société civile arabe dans les modes d'élaboration des décisions. Ce n'est pas dans le processus décisionnel, dans le mode d'élaboration des décisions. Il y a également un autre défi, professeur, c'est la résolution du conflit libyen, qui représente un véritable casse-tête pour les pays arabes actuellement. Absolument. Bon, sur la forme, il y a un accord. Oui. À lire la déclaration d'Alger, il y a un accord par rapport au besoin de résoudre la crise libyenne par le dialogue et la réconciliation et les élections. Mais dans le monde réel, c'est les intérêts qui dictent les actions, qui dictent les décisions. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas que les pays occidentaux qui sont en train de s'immiscer dans les affaires internes de ce pays. Il y a aussi des pays arabes qui ont des intérêts engagés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a non pas une mobilisation des efforts pour une résolution, mais plutôt des fractures au sein de cette Ligue par rapport à la Libye, mais aussi l'approfondissement de ces divergences, de ces conflagrations au sein de la classe politique libyenne. On est plus dans cette logique de la Cyrénaïque, de la Tripolitaine et de Fezzan que dans la logique libyenne. On a vu le Conseil de sécurité fin décembre 2022 réitérer encore une fois la justesse du choix du peuple libyen comme mode de résolution du conflit. Malheureusement, en Libye, il y a déjà absence de culture électorale. La dernière élection, c'est en 1965. Deuxièmement, il y a absence de consensus sur le type d'État à construire en Libye, confédéral, fédéral, unitaire, etc. Mais aussi par rapport à la primauté de ce qu'on appelle allégeance politique absolue envers l'État libyen. Il y a beaucoup de liaisons avec des acteurs étrangers. Ces liaisons nuisent à toute construction de l'État libyen par des élections. Troisième point, on a vu dans le schéma de Genève 2020, octobre 2020, par rapport à l'unification des institutions, par rapport aussi à cette volonté de créer des conditions politiques, juridiques, logistiques pour les élections du 24 décembre 2021, n'est pas abouti. Cela pour plusieurs raisons. La première, justement, c'est l'absence de logique politique consensuelle. Deuxièmement, c'est les démarches législatives qui n'étaient pas très correctes. On a vu deux codes électoraux. Le premier, c'est par rapport aux élections législatives qui a été promulgué par la Chambre des représentants. Le deuxième, pour les présidentielles, qui n'a pas été amendé par la Chambre des représentants. Oui. On a vu aussi des personnalités qui occupaient des postes et qui occupent toujours des postes importants au sein de l'architecture atypique de l'État libyen qui se présentaient à ces élections, et ce qui a quelque part faussé cette démarche. Aujourd'hui,
Si les Libyens arrivent à résoudre ces problèmes, ce sont des problèmes non pas de concept, mais de consensus. Oui. C'est des problèmes qui ne sont pas, conjoncturels, mais qui sont pratiquement structurants. Il pourrait y arriver, je ne pourrais pas dire cette année, mais le plus tôt possible, parce que les élections doivent être disons, le modus operandi pour la résolution de ces problèmes, mais pour que ce soit un modus operandi capable de générer des solutions, il doit aussi être approprié par tous les acteurs de ce pays. Je suppose que l'enjeu est important pour l'Algérie, qui est justement à la tête de la Ligue arabe actuellement. Venir à bout de toutes ces divergences permettra donc de donner plus de crédibilité à la Ligue arabe, n'est-ce pas? C'est l'espoir. C'est l'espoir. Oui. C'est l'espoir. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, il faut dire que la Ligue arabe n'a pas véritablement la même vision, la même approche par rapport à la crise libyenne. Au-delà des discours, il y a des schémas divergents. Il y a beaucoup d'intérêts qui ne sont pas convergents. L'Algérie a-t-elle la possibilité justement notre pays de réunir toutes ces parties Notre pays a cette capacité pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une expérience acquise en matière de résolution des conflits. Le Mali, nos contributions ont été faites pendant 4 phases différentes des crises de l'État en Mali. On a aussi résolu d'autres problèmes en Afrique. Donc il y a cette expertise, capitale expérience. Deuxièmement, la crédibilité de notre pays, l'Algérie n'a pas de parti prise dans ce pays. Donc on est en équidistance par rapport aux belligérants. Oui. J'utilise le mot belligérant. Soit avec Aguila Salah et ses alliés, ou avec des institutions issues de l'accord de Genève d'octobre 2020. Troisièmement, est toujours respectueuse de ses engagements dans le cadre des Nations Unies. Et quatrièmement, c'est qu'il y a à voir des visites depuis 2021. On ne cite que quelques exemples. On avait Aguila Salah à Alger en octobre 2021. On a vu le Kouni aussi novembre 2021, mais on a vu cette année aussi le président du conseil présidentiel, le Menfi aussi, se rend à l'Algérie plus d'une reprise, ce qui fait qu'on n'a pas de problème avec les acteurs de la crise libyenne. Ce qui manque justement aux frères libyens, c'est leur indépendance décisionnelle. Donc les belligérants n'ont pas cette capacité à se désengager de leur, en quelque sorte, parrain, soit occidentaux, même de la région. L'Algérie, l'Algérie a cette capacité aussi à innover en matière de propositions de gestion. On l'a vu en 2014, on l'a vu après 2017. Aujourd'hui, le schéma du Mali, c'est un leadership algérien dans un cadre multilatéral, donc qui va englober tous les acteurs qui ont des intérêts dans ce pays, à se joindre à un effort justement pour réfléchir ensemble sur une démarche capable d'apaiser, mais aussi de résoudre les ingrédients de ce conflit et de créer les conditions pour une réconciliation comme une étape préparatoire pour des élections par un accompagnement logistique, mais surtout par une volonté d'aider les Libyens à choisir d'une manière souveraine et d'une manière légale, d'une manière légitime, leur leader. Alors l'Algérie, justement, aspire à décrocher un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité. Est-ce qu'une telle étape permettra justement de renforcer le leadership de l'Algérie pour pouvoir résoudre des crises africaines, surtout? Absolument. Oui. On a vu déjà l'engagement de l'Union africaine par rapport à
la candidature de l'Algérie. Donc déjà, on a 54 voix Oui. dans notre pays. En plus de ça, il y a vu, comme j'ai dit déjà la semaine passée, il y a ce capital expérience de notre pays au sein des Nations Unies, pas seulement au sein du Conseil de sécurité, mais à travers tous les organes des Nations Unies. Donc c'est une crédibilité, mais aussi notre rôle, notre place au sein du mouvement non aligné. Donc l'engagement de l'Union africaine va être accompagné par beaucoup d'autres pays, notamment ceux du mouvement non aligné, pour permettre à notre pays justement d'accéder, encore une fois, à ce poste de membre non permanent du Conseil de sécurité. Les enjeux aujourd'hui ne sont pas ceux de 2006-2007. Les enjeux aujourd'hui sont des enjeux mondiaux de paix et de sécurité, mais aussi des enjeux de parachèvement, premièrement, des processus de décolonisation en Afrique, la question de Sahel occidental, la construction d'une paix et sécurité durable, notamment en matière de résolution des conflits en Afrique. On a plus de 10 points chauds sur notre continent. La refonte de la stratégie mondiale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'extrémisme a changé de couleur, mais elle a aussi changé de logique. Aujourd'hui, il faut s'attendre à plus de dynamique d'extrémisme violent liée à des conflictualités au sein de notre continent, mais aussi ailleurs. Cette poussée de l'extrémisme, de l'extrême droite en Europe, on a vu quelques signes précurseurs des risques qui peuvent justement être produits par cette nouvelle dynamique, mais aussi on voit notre continent devenir le premier front mondial du terrorisme. On a parlé de ça 2-3 semaines, avec 48% de toutes les actions terroristes justement dans cette région du Sahel. Le point le plus important pour les 2 années à venir, c'est aussi le développement, c'est aussi la résolution des crises à l'échelle mondiale, l'alimentaire et les crises en Ukraine par exemple. Cela pose le problème de la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. C'est un dossier cher à l'Algérie, professeur Mohamed Barkour. Absolument, c'est un tort historique. Oui. C'est le seul continent à ne pas être représenté au sein du Conseil de sécurité par un membre permanent. Aujourd'hui, il y a le consensus du Zouligny par rapport au choix, disons, d'alternatives, parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le continent qui doit être représenté ou un État du continent? Il y a des États qui aspirent à devenir membre permanent avec un droit de veto, mais ça ne regrette pas le post-tort historique. Le deuxième choix, c'est la rotation au sein de l'Union africaine. Donc c'est un poste qui doit revenir à l'Union africaine avec une rotation qui doit être définie justement par de nouvelles règles de cette union. Malheureusement aussi, il faut le dire, Madame Rim, qu'un changement doit être fait par des amendements de la charte et qui doit aussi engager les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, chose qui n'est pas nécessairement facile. Donc il y a ces pays qui essaient de rester les seuls détenteurs de cet ultime droit de vote à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas chose facile. On a vu d'autres pays demander ce statut, l'Allemagne par exemple, le Japon. On a vu des pays comme le Brésil, on a vu l'Argentine. Mais, comme je disais, ça nécessite la construction d'un consensus au sein de l'Union africaine par rapport aux 2 alternatives. Et deuxièmement, c'est aussi construire des consensus au sein des Nations Unies par rapport aux amendements de la charte permettant l'octroi d'un siège permanent à l'Union africaine. Alors venons-en aux alliances que devrait justement faire l'Algérie en 2023. Il y a les BRICS. Professeur, le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit, pour se rapprocher justement de l'adhésion à ce bloc, il faudrait que l'Algérie affiche un PIB de 200 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut y croire en 2023, vous en tant qu'observateur
Non, 200 milliards de dollars, on n'est pas très loin. Mais il faut Oui. qu'il y ait de la production. Il faut justement créer de la richesse. 200 milliards de dollars, on est aujourd'hui 3e ou 4e PIB en Afrique. Mais on a vu aussi qu'il y a 12 prétendants justement À l'adhésion. à l'adhésion aux BRICS. Les BRICS aujourd'hui, c'est aux environs de 30 à 33% du PIB mondial, aux environs de 40% de la population mondiale. Mais à 2050, il y a cette capacité justement de dépasser les 50% du PIB. Ça dépendrait des membres qui vont y adhérer. Mais j'estime que notre pays a d'autres atouts. Le premier atout, on est un pays qui a déjà construit des partenariats élargis, stratégiques, globaux avec la Russie et la Chine, qui a d'excellentes relations politiques, voire stratégiques avec l'Afrique du Sud, qui, avec le retour de Lula au Brésil, qui est un grand ami de l'Algérie, il y a aussi cet engagement. L'Inde, c'était aussi un partenaire historique. Donc, ce n'est pas, seulement le PIB qui va définir ces nouvelles règles d'engagement, mais plutôt c'est le choix de l'Algérie. On a vu déjà le soutien de la Chine, on voit le soutien de la Russie. On verra très certainement pendant les 6 premiers mois de cette année 2023 plus d'activités diplomatiques dans le pays pour justement arriver, non pas à convaincre, mais à faciliter l'accession et l'adhésion de notre pays à ce groupe géopolitique BRICS, qui n'est pas seulement un groupe économique, mais qui a cette capacité à devenir un bloc entre les puissances globales, mais aussi un bloc qui va contenir des puissances globales. Oui. Donc, on n'est pas contre les Américains, contre l'Union européenne, mais plutôt c'est un bloc qui essaye de créer les conditions pour plus d'interdépendance et moins d'hégémonie. Donc, plus de distribution de la puissance et moins de concentration de cette puissance. Plus de distribution de la richesse et moins de concentration de la richesse. Et c'est pratiquement la logique de ce BRICS. Ça va être, comme je disais, encore une fois, un élément qui va conforter notre rôle, mais aussi un élément qui explique au monde entier l'importance de notre pays sur l'échiquier, non pas seulement africain, méditerranéen, arabe, mais aussi sur l'échiquier mondial. Donc, c'est de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à l'Algérie avec l'adhésion à ce groupe qui suscite justement l'engouement actuellement de plusieurs pays. Il y a une douzaine de pays. Donc, il y a déjà en Afrique, on a le Nigeria. Oui. Il y a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Il y a d'autres pays qui ont mis le vœu d'y adhérer. Mais il faut dire, Madame Rim, qu'aujourd'hui aussi, notre pays, en se redéployant sur le plan diplomatique, est en train de créer beaucoup d'opportunités qui vont aider l'Algérie, non pas seulement dans ses actions extérieures, mais surtout en matière de développement à l'intérieur. Oui. Quand on parle de diplomatie économique, c'est comment attirer de l'investissement, mais aussi comment créer des niches à nos produits. Donc c'est comment diversifier le commerce extérieur et comment aussi diversifier les partenaires. J'estime qu'avec plus de proaction de nos diplomates qui doivent faire beaucoup de prospection et pour justement pour permettre à nos compagnies, aux différents acteurs économiques nationaux, justement de trouver de construire leur partenariat, de trouver de nouveaux marchés de leurs produits, et à notre pays aussi, de consolider ces partenariats et pour plus de rayonnement à l'échelle internationale. Professeur Mohamed Berkour, merci pour cet éclairage. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur AL24 News. Très bonne soirée.